Voilà, elle a fini la photo, alors on va pouvoir introduire la conférence. On vous remercie d'être avec nous ce soir pour ce Yom Ha'atzmaut. 76 ans et après, c'est le thème de la conférence que Jean-Charles Zerbib va nous faire découvrir de suite. Jean-Charles Zerbib est président de l'Organisation sioniste mondiale en France et délégué général WZO Israël. Et je l'ai dit à midi, mais vous n'étiez pas forcément là, parce que pour certains, ils étaient là, mais d'autres pas, vous n'aviez pas l'âge, lors du repas des seniors. Mais on vous accepte quand même, hein, si vous voulez venir. Il n'y a pas de tabou. Je l'ai dit, il nous fait un cadeau en venant ce soir à Strasbourg. Pourquoi? Parce que c'est Yom Ha'atzmaut, il est israélien, et passer Yom Ha'atzmaut en dehors d'Israël, c'est un sacrifice pour des Israéliens de pouvoir se réjouir avec toute la nation, surtout en ces temps compliqués pour le pays. Et donc, je te redis qu'on te remercie du fond du cœur d'être avec nous ce soir, et je suis certain qu'on va pouvoir se délecter de tes paroles, et je te laisse la parole, Jean-Charles. Et shalom, shalom. Étant donné qu'ici le soleil se couche tard, on peut encore se dire Chag Sameach. On va en profiter. Donc, bonne fête de Yom Ha'atzmaut. J'ai eu le plaisir, ils m'ont accepté au déjeuner à midi, donc ça vous donne déjà une idée de mon âge, donc c'est bon signe, ça va. Vous pouvez venir aussi, si j'y étais, il n'y a pas de problème. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas voulu tout dire, parce que je me doutais que quelques personnes allaient aussi venir ce soir, mais Stéphane, tu ne sais pas à quel point c'est un plaisir d'être là. Et comme je l'ai dit à midi, pour la première fois, elle a accepté de m'accompagner, donc ma femme Sylvia est là ce soir. Et pour tout vous dire, on s'est mariés un 14 mai. Alors, c'est votre anniversaire. Voilà. Et donc, elle est acceptée, plutôt qu'on aille faire la fête, je ne sais où, je ne sais pas si on aurait fait beaucoup plus, vu les circonstances, mais de venir un 14 mai, alors on a forcé les choses, parce que c'était un 14 mai, mais qui était Yom Yerushalayim. Mais notre fille étant née un jour de Yom Ha'atzmaut, j'ai l'impression qu'on est lié à toute cette histoire qui s'appelle Israël et le sionisme de manière absolument incroyable. Quand on avait choisi la date, on n'avait pas fait attention que c'était Yom Yerushalayim. On avait fait attention au fait que c'était le 14 mai. Et donc, voilà, donc je suis très très content d'être là. Donc tu vois Stéphane, j'ai énormément de bonnes raisons d'être là ce soir. Alors je reconnais ici un certain nombre de têtes d'amis, certains qui m'ont même reconnu après 30 ou 40 ans, ce qui est bon signe. Voilà. Mais donc, on va pouvoir commencer. Alors quand Stéphane m'a demandé, on a parlé d'intervention, je lui ai dit Israël aujourd'hui, 76 ans, Israël 76 ans et demain. Il est évident que quand on donne un titre comme ça, une conférence, on est dans le risque maximum. Parce que comme vous le savez, la prophétie n'a été donnée qu'aux chotim, c'est-à-dire aux idiots pour aller très vite. Donc, annoncer ce qui va se passer demain, c'est un risque maximum, surtout avec Israël et surtout avec les Juifs. Déjà, le reste du monde, c'est pas simple. Alors là, vraiment, croyez-moi, c'est extrêmement compliqué. Alors, on va essayer puisque nous sommes peu, donc nous allons pouvoir faire un véritable échange. On va essayer de réfléchir un petit peu. D'abord, merci d'être venu ce soir, parce que je sais qu'il y a eu des cérémonies hier aussi. Et donc, je suppose que vous avez un lourd agenda. Des fois, juif, c'est un métier à temps complet, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, merci d'être là ce soir. Et en fait, je vais essayer de vous présenter. Donc, comme on l'a dit, et je tiens à préciser, parce que quelqu'un m'a dit à midi, WZO, c'est la viso. Alors, j'ai rien contre la viso, mais je ne suis pas encore woman. Je ne suis pas encore une femme et j'y tiens beaucoup. Elles acceptent quelques hommes, j'ai vérifié. Mais en général, elles préfèrent. J'ai fait une fois une conférence devant la VISO, qui fait partie, la VISO au plan mondial, fait partie de notre organisation. L'Organisation sioniste mondiale, c'est l'organisation qui, réunie un jour à Bâle par M. Théodore Herzl, a créé ce petit État qui s'appelle l'État d'Israël.
Donc je suis très fier et très heureux, mais en même temps je me sens très très responsable, puisque vous le savez, si vous lisez la presse, tous les problèmes qui arrivent dans le monde, c'est à cause de moi. Puisque vous savez, tout ce qu'il y a comme problème dans le monde, si vous avez raté ce matin votre bus, c'est la faute d'Israël. Si le fromage que vous avez acheté, la date était périmée, c'est la faute d'Israël. Moi, quand je lis la presse, c'est ça que je comprends. Quoi qu'on fasse dans le monde, aujourd'hui, c'est la faute d'Israël. Donc, on a une responsabilité énorme, et donc j'ai du mal à dormir la nuit. Et quand je me réveille le matin, je me dis, qu'est-ce qu'on a encore fait depuis hier soir? Qu'est-ce que les gens vont me dire ou vont m'écrire? Et puisqu'il n'y a pas de hasard, je vous ai amené le journal le plus objectif de France. Vous connaissez? Non, attendez, on respecte les journalistes. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un journal. Alors bon, en première page, on n'est pas en première page, j'ai pas fait attention. Si, on y est, voilà, parce qu'il y a le titre. Alors regardez, c'est assez simple comme ça, vous voyez, il y a marqué 80 ans, le monde et le conflit israélo-palestinien. Donc ils ont analysé, à l'occasion des 80 ans du journal Le Monde, revient sur sa couverture de l'histoire de cette région, en disant « Aucun autre événement international ne suscite une lecture aussi passionnée ». On est d'accord? Pour une fois, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une couverture comme ça? On ouvre le journal? Hein? En tout cas, c'est ce que moi je fais en général. Et je regarde. Bon, il y a de plus en plus de pubs, j'ai remarqué, mais ça c'est un autre problème. Et je vous montre l'article qui est sur 4 pages. Comment le monde a couvert le conflit israélo-palestinien depuis 1945. Vous arrivez presque à voir au fond là-bas. D'accord? C'est assez gros. Par contre, il y a un passage que vous ne pouvez pas lire, c'est celui qui est juste en dessous. C'est un article de M. Gilles Paris, si vous connaissez. Il dit la chose suivante: depuis la création du monde, fin 1944, la couverture et les prises de position du journal n'ont cessé de nourrir les suspicions des lecteurs pro-israéliens, point d'interrogation, pro-palestiniens, point d'interrogation. Chaque article est décortiqué, analysé, commenté. Aucune autre question internationale ne suscite la même passion. Bonne question. Je me dis super. Et vous savez, moi je suis d'une génération, on aime bien la bande dessinée, donc je regarde d'abord les images avant d'attaquer les articles. Alors là, je ne sais pas, vous voyez la photo qui est là? C'est un monsieur qui tient un bébé dans les bras. Hein? Donc ça, il n'y a pas de problème. Commentaire sous la photo. Premier enfant né dans la colonie d'Alma en 1951. Colonie d'Alma. En 1951, je vous rappelle, il n'y a pas encore de territoire. On est après la guerre de 48, et donc il n'y a pas de colonie. Quand on dit colonie en 2024, on fait référence à quelque chose d'extrêmement précis. Vous êtes d'accord ou c'est moi qui suis obsédé? Alors je me dis, bon, ok. Alors je regarde la deuxième photo. On va faire comme dans les émissions de télé, vous voyez. Voilà. Donc on voit un monsieur qui, avec un petit marteau, est en train de casser quelque chose visiblement. Un soldat israélien fait tomber le panneau arabe sur le mur des lamentations dans Jérusalem-Est, nouvellement libéré en juin 67. Deuxième photo, deuxième commentaire. Bon, moi j'aurais mis, je sais pas moi, la photo de l'arrivée du grand rabbin de l'armée avec le petit Sefer Torah, les fameux 3 soldats qui regardent le kotel, dont la légende dit qu'il y en a un qui a pris une amende parce qu'il avait enlevé son casque alors que c'est interdit quand on est à la guerre, mais on n'a jamais vérifié ce point-là. Donc je me dis, voilà, la seule chose qu'on peut montrer du kotel et de 67, c'est le fait qu'un soldat israélien a été cassé le petit panneau. Et à ce moment-là, je tourne la page, en disant que ça va s'améliorer parce que tu es obsédé, tu ne comprends rien. Il y a une troisième photo, vous voyez, il y a un groupe d'hommes. Quand on est assez proche, on voit que ce sont visiblement des Arabes, avec un rameau d'olivier, devant un soldat israélien. Commentaire: après la conférence de Madrid, des Palestiniens manifestent pour la paix à côté des gardes-frontières israéliens en Cisjordanie en 1991. 3 photos, 3 lignes.
Est-ce que vous pensez que je vais avoir besoin de lire le reste? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne un bon livre hein? Que pensez-vous? Hein? Ah oui, oui. Un petit Tranxène, ça passe. Voilà, en ce jour de Yom HaAtzmaut, le 14 mai, c'est la date. Nous, on fait ça plutôt Hé B'Av. Cette année, ça a été un petit peu décalé. Vous savez que quand une commémoration doit arriver le dimanche, et donc, comme vous le savez, on commence la veille, pour éviter que le Shabbat ne soit transgressé, on décale d'un jour. Donc cette année, il y a une semaine, Yom HaShoah a eu lieu un jour après, et Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, qui sont les 2 jours qui sont ensemble, ont été aussi décalés pour éviter une transgression du Shabbat. Ça fait du bien à entendre, parce qu'on n'entend pas toujours ça d'Israël. Hein? Et donc voilà, c'est cela notre réalité. Nous sommes passés hier, comme je l'ai dit tout à l'heure à midi, nous sommes passés de cette journée terrible, surtout cette année. C'est une journée qui n'est jamais simple, la journée de Yom HaZikaron. Tout le pays est fermé. Ça fait encore partie du statu quo qui n'est pas remis en question. Et c'est très important, tous les lieux de culture, de plaisir sont fermés, les restaurants sont fermés. C'est un peu comme à Tisha B'Av. Le pays est en deuil. Et donc ce n'est pas le moment d'aller faire la fête. Et on participe à de très nombreuses cérémonies. Les enfants dans les écoles, les parents avec leurs enfants, ceux qui malheureusement ont perdu quelqu'un vont aussi dans les cimetières ou dans les cérémonies. Et hier soir, on a basculé, comme nous savons le faire, on a basculé de cette terrible nuit que représente cette journée de Yom HaZikaron, avec ces milliers de morts que nous avons eus, et je m'excuse pour ceux qui étaient à midi. La mort, c'est terrible, mais je pense aussi à tous ces soldats qui ont besoin maintenant qu'on les suive parce qu'ils sont traumatisés. Je pense à toutes ces veuves et à tous ces veufs qui ont perdu leur femme ou qui ont perdu leur mari. Je pense à tous ces enfants, plusieurs centaines d'enfants qui sont devenus orphelins. Je pense à tous ces gens-là qui vont avoir besoin d'une très très longue période pour s'en remettre. Et je pense que quand la guerre se terminera, Ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, quand elle se terminera et qu'on l'aura gagnée, il va falloir s'occuper de tout ça. Ça va être très long, très difficile, très coûteux, très très coûteux. Et ça, c'est ce que l'État d'Israël doit faire au minimum pour ses enfants, pour tous ceux qui sont partis et autres. Alors, évidemment, on est tous encore sous le choc de ce 7 octobre. Et malheureusement, ce que je craignais, c'est ce que j'ai dit à midi, ce que je craignais est arrivé, puisque nous avons eu encore quelqu'un, aujourd'hui Yom HaAtzmaut, qui a été tué dans le nord d'Israël. Donc la liste s'est allongée, malheureusement encore une fois. Un civil, d'ailleurs. Et donc c'est toujours une douleur, vous savez, de regarder son portable le matin quand on reçoit les messages. Motzei Shabbat, quand on rallume son portable et qu'on craint le pire, parce qu'on a peur de savoir et d'entendre. C'est terrible quand ce sont des jeunes, des enfants. C'est terrible quand ce sont des pères de famille qui ont laissé plusieurs enfants. C'est terrible dans tous les cas de figure. Il n'y a pas de... C'est terrible quand c'est des soldats et c'est terrible quand ce sont évidemment des civils. Et pourtant, Am Israël est debout, se bat. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour nous, c'est l'avenir. Et c'est ce dont on va essayer de parler, de l'avenir. On va essayer de faire un petit effort. On est le 6 octobre. C'est d'ailleurs un problème, je dois vous le dire, de manière très très claire. Beaucoup de gens en Israël sont en train de revenir à la date du 6 octobre, comme s'il ne s'était rien passé. Et on réentend à nouveau toutes ces discussions politiques, etc. Beaucoup d'Israéliens, beaucoup plus, sont le 7 octobre.
parce qu'une catastrophe nous est tombée sur la tête, un moment très très difficile. On nous disait qu'Israël était un pays fort, on disait que l'armée d'Israël était la plus puissante au monde, on nous disait que les services de renseignement étaient capables pour le monde entier de mener des actions. On les attendait dans le ciel, on les attendait dans les tunnels. Le 7 octobre, à 6h30 du matin, ils sont allés tout droit, malgré toutes les barrières de sécurité. Et cela, pour nous, c'est un traumatisme terrible, parce que tout d'un coup, on se dit qu'on n'est peut-être pas tant que ça protégé. Le 7 octobre au matin, j'étais en Israël. Pour nous, c'était Simchat Torah. Ici, vous étiez encore Shmini Atzeret. Et donc, j'étais parti dans ma synagogue. Et je suis arrivé, on commence assez tôt, on commence à 7h ou 7h15 ce jour-là. Et tout d'un coup, j'ai vu arriver, j'ai un Cohen qui s'assoit juste devant moi, et je le vois très très perturbé. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, oh, c'est une catastrophe. Il me dit, mais je ne peux pas te dire. Les premières informations arrivaient, d'accord? Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te raconter, parce qu'il savait que j'étais peut-être un petit peu plus pratiquant que lui. Il ne voulait pas me raconter tout ce qu'il avait déjà entendu. On ne connaissait rien à ce moment-là, d'accord? Il est 7h30 du matin, on ne savait à peu près rien. Et puis tout d'un coup est arrivée l'information qu'il y avait eu des terroristes qui étaient rentrés en Israël. Maintenant, quand on a entendu cela, moi dans mon esprit, qu'est-ce qui s'était passé? Qui est pour nous déjà une catastrophe. Un groupe de terroristes sont rentrés, ils ont réussi à passer. Et puis il y avait dans une voiture une famille, ils les ont kidnappés, ils les ont tués. 4-5 morts, pour nous c'est un drame. 4-5 morts, c'est déjà un drame. Et on ne comprenait rien à ce qui se passait. Et j'habite à côté de Jérusalem, pour ceux qui connaissent à Ma'ale Adumim, à Montrouge. Et donc, quand le Kabad, on dit le Ksim Bitachon, le responsable de la sécurité de la ville, prie dans la même synagogue. Et d'un coup, je le vois, il est religieux, je le vois s'agiter avec ses portables, ses téléphones, son talkie-walkie. C'était tout à fait anormal, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis je suis allé le voir, il me dit, c'est une catastrophe. On ne sait rien. Rien. Et on vous dit, c'est une catastrophe. Et puis petit à petit, on voit les jeunes enfants rentrer dans les synagogues, aller chercher les grands frères. Les grands frères partent, et ils reviennent Bemadim, en uniforme. Simchat Torah. Ils montent à la Torah, puisque c'est la tradition, tout le monde monte à la Torah ce jour-là. Les fils de notre Chazan, nous avons un excellent Chazan, ses fils, il a 3 fils à l'armée, montent, tout le monde se pousse pour laisser passer les soldats. Ils montent, le Chazan lit la partie de la Torah en pleurant, il embrasse ses enfants et ses enfants partent au front. Partent. On ne sait pas où, on ne sait pas quoi, on n'a pas d'informations évidemment, vous comprenez bien. Et vous savez, la tradition, c'est d'avoir un grand buffet avec un grand apéritif. Moi, c'est une synagogue marocaine, en plus, il y avait tous les meilleurs whisky du monde sur la table, enfin, c'était... ils en profitent bien. Et tout est resté sur les tables, parce qu'on nous a donné la consigne de rentrer à la maison. On a terminé la tfila, on est rentré à la maison. À la maison, il n'y avait personne, il y avait juste mon gendre. Ma femme, mes enfants et mes petits-enfants sont allés dans une autre synagogue, celle où je ne vais pas. Non, c'est pas que j'y vais pas, j'y vais aussi, mais il n'y a pas de problème. Ils étaient partis là-bas. Et tout d'un coup, on voit les gens courir avec des talitot, en train de courir avec le portable à la main. On comprend qu'il se passe quelque chose de fou, on ne sait pas quoi. Je vois des gens très religieux de mon quartier, qui sont tous en train de courir dans tous les sens. Mon voisin du dessus me dit, c'est une catastrophe. Ah oui, mais tu es religieux, tu ne dois pas savoir, tu ne veux pas monter, ma télévision est allumée, viens voir les images, etc. Je lui dis, qu'est-ce que ça ferait si je vais voir les images ou pas? Et à ce moment-là,
Maladouim, c'est entre Jérusalem, si vous voulez, sur la route de la mer Morte. Donc on est à l'est de l'est. On est très loin de Gaza. Et tout d'un coup, une sonnerie. Une sonnerie, c'est très rare chez nous. Parce qu'en général, ils évitent de tirer sur Jérusalem. Une sonnerie, je réfléchis assez vite, je sais que ma famille est dans cette synagogue qui est un mamad, donc qui est une pièce blindée. Donc je me dis, ils sont à l'abri, je n'ai pas à m'inquiéter. Je rentre dans la pièce que j'ai dans notre maison, j'attends les 10 minutes qu'on me demande, et je ressors, et là on comprend vraiment qu'il se passe quelque chose. Et la consigne à ce moment-là, c'est la fête, surtout par rapport aux petits-enfants, il est très important de ne rien laisser paraître. Vous imaginez l'ambiance du repas de Simchat Torah ce jour-là. Je vais vous le faire très très court. Évidemment, les informations, on les a eues le soir, après la fête. Et à ce moment-là, une impression de fin du monde. De fin du monde. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça veut dire toutes les valeurs sur lesquelles on était appuyé, basé, tout s'est effondré. L'armée n'a pas pu protéger, la police n'est pas arrivée à temps, les services de renseignement ont été dépassés. Et à ce moment-là, on dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et au fur et à mesure, on annonce 30 morts, 100 morts, 150 morts, 200 morts. Les chiffres montent comme ça. Et alors que moi, j'étais encore avec ma famille assassinée par un groupe de terroristes dans une voiture. Vous voyez, j'étais à 4 ou 5 le matin. Donc il faut bien comprendre que pour se remettre de ce traumatisme-là, il va falloir énormément de temps. Il va falloir surtout que nos dirigeants, que tous nos dirigeants, fassent un énorme travail. Premièrement, de prendre leurs responsabilités et d'assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Il va y avoir en Israël, après cette guerre, ça a déjà commencé puisque un des chefs d'un des services de renseignement, il y en a plusieurs, a déjà démissionné, que il va y avoir un énorme tremblement de terre. Un, au plan militaire, c'est très très clair. Deux, au plan du renseignement, c'est encore plus clair. Trois, au plan politique. Au plan politique, et que les choses soient claires. Quand on me demande depuis le 8 octobre qu'est-ce qu'on peut faire, je dis la seule chose que nous on puisse faire réellement, c'est prier pour que nos dirigeants prennent les bonnes décisions. Vous savez, en général, les gens aiment bien le pouvoir, etc. Mais est-ce que vous imaginez ce que c'est être le commandant en chef de Tsahal actuellement? C'est prendre toutes les minutes des décisions pour sauver des vies. Est-ce que vous imaginez ce que c'est être aujourd'hui le Premier ministre de l'État d'Israël? Est-ce que vous imaginez ce que cela peut représenter? D'avoir à assumer ce qui se passe actuellement et à prendre des décisions, pas au quotidien, c'est vraiment toutes les minutes, il y a des décisions à prendre, et dans un contexte qui est un contexte terrible. Dès le 7 octobre, on a vu un certain nombre de pays au monde qui nous ont apporté leur soutien. Mais les nations sont plutôt aujourd'hui, pour eux l'histoire a commencé le 8 octobre. Certains en Israël, une minorité sont au 6 octobre et veulent encore régler des comptes de la réforme, du politique, etc. Les Israéliens sont au 7 octobre, mais le monde est déjà au 8 octobre. Oubliant complètement ce qui s'est passé le 7 octobre. Et vous le savez autant que moi, vous suivez ça dans la presse, vous avez lu des articles, vous avez lu des livres, etc., etc. Il est clair qu'on nous demande de faire des choses qu'aucun pays au monde n'a jamais fait. Prenez l'exemple de ce qui s'est passé contre Daesh, prenez l'exemple de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, prenez l'exemple, et il faut attendre autant de mois pour que cette semaine, l'ONU annonce qu'elle ne peut plus prendre au sérieux les chiffres annoncés par on va le dire clairement, par le Hamas. L'ONU n'accepte pas, aujourd'hui dit, on nous a
triché, c'est inexact, les chiffres sont faux. C'était tellement évident. Pour donner le nombre de morts, on se basait sur la propagande du Hamas. Et il faut que cette semaine, on nous dise non, maintenant, dorénavant, on ne dira pas ce n'est pas exact, il n'y a pas autant de morts, etc., etc. L'UNICEF, il n'y a pas autant d'enfants morts. Et encore une fois, la guerre, c'est pas beau. Il n'y a qu'à la télévision, dans les séries de Netflix, ou quand vous regardez Rambo, si vous aimez, ça dépend des jours, où la guerre, c'est quelque chose comme ça d'assez esthétique. La guerre, c'est pas beau, la guerre, c'est terrible. La guerre, ça crée des horreurs pour tout le monde. Mais encore une fois, nous le savons tous, mais il faut se le dire et se le répéter. Si le Hamas déposait les armes, si le Hamas libérait nos otages, et la dernière fois que j'étais dans cette salle, c'était avec, pour ceux qui étaient là, avec 2 rescapés, 2 témoins, Yael Bonnet, qui a été l'une des premières avec ses amis à quitter cette fête de Nova. C'est ce qui l'a sauvée, tout simplement parce qu'elle était dans cette fête avec un ami qui était un traumatisé de guerre. Et dès qu'il a entendu les premiers tirs, il a dit on s'en va, alors que les autres n'arrivaient pas. Personne ne savait ce qui se passait à ce moment-là. C'est ce qui les a sauvés. Elle a raconté ici son histoire. C'est incroyable. Elle l'a raconté aussi sur Radio Judaïka. Et puis il y avait avec nous aussi Patrick Cohen, dont le fils Ziv, Hachem Yikom Damo, a été tué le 7 octobre au matin parce qu'il était à la fête, lui aussi, de Nova. Il habite un kibbutz juste à côté. Un kibbutz où il ne peut toujours pas revenir habiter. J'ai appelé Patrick le matin de Yom HaZikaron. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un comme ça pendant une semaine, on a fait une série de conférences. Évidemment, on a un lien assez fort. Je l'ai appelé, disant, tu sais, j'ai pas grand-chose à te dire. Je voulais juste te dire que je pense à toi aujourd'hui, je pense à Ziv. Et il m'a dit, l'armée ne nous a pas permis d'aller sur la tombe de Ziv qui est dans son kibbutz. Il a réussi, ils se sont battus pour qu'il soit enterré dans ce kibbutz qui est à 2 km de la frontière de Gaza. Ils n'ont pas eu l'autorisation parce que malheureusement, on continue à tirer. Il y a eu encore des tirs ce matin sur Ashkelon. Donc malheureusement, la guerre n'est pas terminée et c'est dans ce contexte-là. Donc il va y avoir des changements profonds en Israël. Politique, militaire, sur le plan économique, je dois vous dire que depuis très très longtemps, je ne suis pas un spécialiste d'économie, je l'ai déjà dit, mais je dois vous dire que notre économie a tenu le coup de manière absolument exemplaire. On a eu quelques jours où l'euro a été d'un coup à flamber, les Français étaient très contents, et puis on est revenu au montant qu'il y avait, enfin au cours qu'il y avait précédemment. Et cette guerre nous coûte des milliards chaque jour. Rien que la fameuse nuit avec l'Iran, là, vous savez, quand ils nous ont envoyé toutes ces petites bestioles, ça nous a coûté, bien sûr, on l'a dit ce matin, c'était un miracle, puisque à 99% on a réussi à arrêter, avec l'aide des Américains, avec l'aide de l'Arabie Saoudite, avec l'aide des Jordaniens et avec l'aide de la France, mais qui a du mal à le dire. La France a fait cela parce qu'il fallait protéger les bases françaises en Jordanie. Hein? C'est ce qu'on appelle le courage politique. Et donc, ils nous ont aidés. Et cet ensemble-là est une leçon pour le monde très intéressante. C'est-à-dire que, d'abord pour les Israéliens, c'est très important. Il y a eu il y a quelques jours, je crois, Bernard-Henri Lévy est venu, il y avait une conférence organisée par le FSJU. Il a écrit ce livre. Alors je ne suis pas payé par Bernard-Henri Lévy, hein, mais Solitude d'Israël, une très belle image d'un homme qui marche seul sur une montagne désertique,
Comme c'est une pente, on peut appeler ça une alia. Et le titre, c'est Solitude d'Israël. Si vous aviez un doute sur le fait que Bernard-Henri Lévy est très juif, là au moins, nous, quand on lit les textes, on sait Am Levada Tishkol. Am Levada Tishkol. Nous sommes condamnés à être un peuple seul. Et la suite du verset, c'est quoi? Ma Loïtracha ba goïm. Et on ne doit pas tenir compte de la vie des autres peuples. C'est un vieux bouquin, ça s'appelle la Torah. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous devez en avoir un ou deux exemplaires dans le coin. Am Levada Tishko, nous sommes condamnés à être un peuple seul. Donc quand tout l'ONU est contre nous, ne vous inquiétez pas. C'est le bon Dieu qui l'a prévu. Quand on est tout seul contre tous les autres peuples, il ne faut pas s'inquiéter, c'est le plan divin. C'est fatigant. On aurait aimé quand même de temps en temps que... Ça aurait été mieux si les Américains n'avaient pas été en année électorale. Hein? Ça aurait été plus sympa. Soit ça aurait pu avoir lieu l'an dernier, et on aurait eu un jeune homme un peu, vous savez, avec une grande mèche comme ça sur la tête, notre Trump. Alors là, je ne sais pas ce qui serait passé avec lui, ne me demandez pas, je ne suis pas capable de prévoir. Et là, on a quelqu'un, mais je dois vous dire très franchement, qui est coincé parce que lui, il fait partie de la vieille garde du Parti démocrate. Et je vais dire quelque chose où je prends des risques. Le président actuel des États-Unis est sioniste. Il aime Israël. Je sais, c'est difficile à entendre. Alors je le répète. Qui le premier s'est précipité après le 7 octobre? Qui a envoyé des porte-avions? Qui nous a protégés, etc. Eh oui, il faut qu'on ait un peu de mémoire. Qui chaque jour nous a envoyé des avions cargo avec des armes qui nous ont permis de mener cette guerre et de la mener encore aujourd'hui. Je crois que je l'ai dit ce matin, j'ai fait une tournée il y a 15 jours, 3 semaines, juste avant Pessah en fait, avec un monsieur qui s'appelle Jonathan Pollard. Oui, vous connaissez? Voilà. Alors un jour, si on peut, on le fera venir à Strasbourg pour que vous écoutiez son témoignage. C'est assez extraordinaire, puisque vous savez que ce monsieur a passé 30 ans en prison, dont 7 ans dans un cachot de 3 mètres carrés, sans télévision, sans téléphone, sans visite, sans rien. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est aperçu que les Américains ne respectaient pas l'accord qu'ils avaient passé avec les Israéliens en termes de renseignement. Et lui, c'est quelqu'un qui a perdu une grande partie de sa famille en Pologne et en Allemagne pendant la Shoah. Et il avait les informations, il voyait que ses supérieurs mentaient. Il a dit, moi, je ne peux pas me permettre qu'il y ait une autre Shoah pour Israël, pour les Juifs aujourd'hui. Et donc il a décidé de donner les informations parce que ses supérieurs n'avaient pas respecté l'accord. Ça lui a coûté très cher personnellement, puisqu'il a eu 6 semaines dans une forme de Guantanamo où ils l'ont à peu près cassé tous les membres. Il est resté 7 ans à 120 mètres sous terre dans une cage de 3 mètres carrés, où il y avait juste au-dessus de la porte, il raconte un crochet, et celui qui le gardait disait « Tu sortiras pas d'ici, ou alors il faut que tu te pendes, ça sera la seule manière. » Et au bout de 7 ans, il a continué, et il est resté 23 ans dans une prison avec plusieurs milliers de voleurs, de bandits, d'assassins, etc., donc beaucoup de musulmans. Et il a là-dessus des récits très très intéressants. Mais quand j'ai demandé à Jonathan Pollard ce qu'il pensait de l'attitude des États-Unis, il est quand même bien placé. Qu'est-ce qu'il pensait de l'attitude des États-Unis? Il m'a dit, le problème, c'est pas le président.
Le problème, c'est ces conseillers. Tous ces jeunes conseillers qui sont autour et qui ne voient que les élections. Et aussi le fait que pour lui, encore une fois son témoignage, celui qui aujourd'hui, parce que le président actuel est assez âgé quand même, on voit bien qu'il fait un peu de confusion dans ses discours, Admet Esrim, eh bien, quand celui qui dirige réellement, d'après Pollard, c'est Mr. Obama. Or, on n'est pas très copain avec Mr. Obama pour différentes raisons. Et donc voilà, c'est la jeune garde du parti, vous voyez le résultat dans les universités, vous voyez dans les grandes universités, et vous voyez que cela a des répercussions dans le monde entier, puisqu'il vous suffit aujourd'hui de voir ce qui se passe dans, entre guillemets, les grandes écoles françaises. Quand on voit ce qui se passe à Sciences Po aujourd'hui, tout comme quand on voit ce qui se passe, évidemment, dans les universités, dans les grandes universités américaines, que ce soit Harvard ou Columbia, etc., alors on doit se poser de vraies questions, parce que tous ces manifestants-là, c'est les dirigeants de demain. C'est les dirigeants des grands pays de demain. Et quand les responsables, quand les étudiants actuels de Sciences Po vont arriver dans les cabinets ministériels, etc., en France, sale temps pour les Juifs. Mais il nous faut être optimistes, c'est très très important, il faut continuer à espérer. Vous avez sûrement entendu le discours du Premier ministre au dîner du CRIF. J'étais présent dans la salle. Je pense que très très clair. Je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité, même si des fois leur en même temps c'est pas terrible, mais je pense qu'ils comprennent exactement quel est le problème, quel est le souci. Mais le problème c'est pas les dibourim, le problème c'est pas les paroles, le problème c'est les maasim, le problème c'est les actions. Comment on va pouvoir extirper, puisque maintenant il est clair, on sait que ce qui se passe à Sciences Po, ce n'est pas forcément les étudiants qui sont à Sciences Po, mais des groupes qui viennent de l'extérieur, qui sont manipulés par les frères musulmans. Tout ça, on le sait. Les services de renseignement français ne sont pas mauvais non plus. Ils le savent. Le problème, c'est que tout ce qui était dit depuis des dizaines et des dizaines d'années où on avait laissé des choses se développer, et pour un imam qui a été expulsé parce qu'il avait il avait été antisémite, il y en a combien dans combien de mosquées? Alors je sais que je suis à Strasbourg, et que c'est vous qui avez créé ce grand jeu, qui est devenu un jeu national maintenant, sur combien brûlé de voitures le soir du 31 décembre. C'est ici que ça a commencé, vous n'avez pas oublié, enfin pas à Strasbourg, dans la banlieue. Mais toujours est-il qu'il y a là quelque chose qui est, pour nous en tout cas, très important à comprendre, c'est que d'une part, et c'est la grande différence, ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est pas la Shoah. Je crois qu'il faut faire très attention à ça. C'est un pogrom, c'est terrible, mais ce n'est pas la Shoah. Parce que la Shoah, ça aurait été fait avec la complicité des pouvoirs en place. D'accord ? Et tous les actes antisémites qu'il y a ici, et il y en a, vous le savez, vous avez lu les statistiques, on ne va pas rentrer là-dedans. Vous avez vu la dernière étude, plus de 40% des gens ont enlevé la mezouza qu'ils avaient à la porte. Beaucoup de gens, je sais qu'à Strasbourg, c'est un petit peu différent, mais il y a de véritables craintes. Et puis en même temps, il y a des îlots comme ça dans ce qui s'appelle les territoires perdus de la République, si ce livre vous rappelle quelque chose. Eh bien, par exemple, on a un département qui s'appelle le 9-3. D'accord ? Le 93. Eh bien, dans ces régions-là, les Juifs ont quitté pour aller vers... il y a une très forte... Le président du consistoire appelle ça une alliée intérieure.
il y a un mouvement de l'Est vers l'Ouest. Alors aujourd'hui, vous avez entre le 16e et le 17e arrondissement à Paris, le Valois, où j'étais avant-hier soir, excusez-moi, et le Valois-Neuilly, vous avez plus de 100 000 juifs aujourd'hui. 100 000 juifs. Oui. Le problème, c'est que vous connaissez les juifs. Moi, j'ai connu le 17e arrondissement, il y a très longtemps. Il y avait un seul office. Il n'y avait pas de synagogue, il y avait un seul office, il avait lieu dans mon bureau. Parce que simplement, là où je travaillais à l'époque, au Fonds social, on avait un bureau à la rue Georges Berger, là où il y avait la radio RCJ, et donc tous les Shabbats. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine de synagogues dans le 17e arrondissement. Vous avez une quinzaine de makolotes, de supermarchés cachers. Vous avez 20 ou 25 restaurants cachers. Vous mangez du chinois, du japonais. Ils n'ont pas encore fait de restaurant de choucroute, c'est mon grand regret, mais ça viendra un jour. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie juive s'est développée dans ces lieux-là, elle est passée d'un quartier à un autre. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Sarcelles. Sarcelles, c'est au cœur, vous savez, il y avait eu des manifestations il n'y a pas longtemps, et vous voyez les juifs tranquillement, à la terrasse des restaurants cachés, en train de manger. Et au milieu, on a beaucoup rigolé de ça avec ma femme, parce qu'au milieu de tous les restaurants cachés, vous avez une boucherie halal. Et tout se passe bien. Donc c'est ça la folie du système. La folie, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans une paranoïa, dans un truc. Ça, c'est la situation. Mais ce qui est clair, c'est que toutes ces communautés, aussi bien ici qu'à Sarcelles, eh bien, le 7 octobre se sont mobilisées de manière extraordinaire en faveur d'Israël. Il n'y avait plus de débat, est-ce qu'on est sioniste, pas sioniste, est-ce qu'on est comme ceci, est-ce qu'on aime Israël, pas Israël. Tout le monde s'est mobilisé pour une simple raison, et j'aime bien faire cet exercice-là. Combien d'entre vous ont de la famille en Israël? Levez la main. Voilà. Vous comprenez? Vous êtes de la famille. Donc quand il y a la famille, on ne réagit pas de la même manière. Ça veut dire quand il y a un gros problème au Chili, on est inquiet. Mais ça ne nous empêche pas après d'aller au restaurant ou d'aller manger je ne sais pas quoi. Mais quand il se passe quelque chose en Israël, on prend le téléphone. Vous savez que WhatsApp a été créé pour les mères juives. Hein? Et en plus c'est gratuit, c'est terrible, c'est une plaie. Ils auraient pu faire payer un petit peu, on aurait eu moins de flux. Et donc, on se contacte, on vit au même rythme. Et très souvent, des fois, quand je suis à Jérusalem, je reçois un coup de fil d'amis, il me dit « Ça va ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Il me dit « Non, parce que je viens d'entendre qu'il y a eu un attentat à Jérusalem. » Et nous, on n'a pas spécialement entendu ou fait attention. Donc, on vit à ce rythme-là parce que la radio juive fait son travail, parce que les journaux juifs, parce que les responsables, parce que les SMS, parce que les WhatsApp. On est complètement un seul peuple. Et je pense que c'est aussi une réponse qui est très importante. Hier soir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la cérémonie de passage du Yom HaZikaron ou Yom HaAtzmaut en Israël. Il y a une cérémonie qui est l'allumage de torches, où on a différents symboles qui allument et qui font un petit discours. Hier soir, une des torches était allumée au nom de toutes les communautés juives de diaspora, étant donné que tout ce qu'elles ont fait depuis longtemps, mais particulièrement depuis le 7 octobre. Des fois, on a l'impression qu'on n'aime pas beaucoup les Français en Israël. Ce sentiment-là. Et en plus, comme je dis toujours, vous savez que les chauffeurs de taxi, ils escroquent tout le monde, pas que les Français. Mais ils n'ont pas été créés pour escroquer les gens, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi vous faire escroquer par un chauffeur de taxi à Paris, ne vous inquiétez pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, en Israël, on s'est dit tout d'un coup, parce qu'on a vu arriver ces milliers de Français qui sont venus tout simplement travailler parce qu'il fallait aider dans l'agriculture. Alors ils ont pris un billet d'avion, ils se sont mobilisés. Il y a un groupe EI qui s'est particulièrement mobilisé là-dessus. Ils sont venus pour aider, pour ramasser. Alors les chanceux ramassaient dans les arbres, et les autres, ceux qui ont ramassé les fraises avaient un peu plus mal au dos, parce qu'il faut aller le faire à quatre pattes.
Et puis il fallait aider, on a vu ce qui s'est passé avec évidemment la mobilisation financière. Je sais qu'ici il y a eu quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs hier, une autre torche a été allumée par les secouristes de Magen David Adom et de Ichud HaHatzala, qui ont perdu beaucoup de gens aussi le 7 octobre parce qu'ils essayaient de sauver des gens pendant les combats. Vous savez que les combats ont duré plusieurs jours. Et donc, ils ont eu l'honneur d'allumer une de ces torches au nom de tous les secouristes qui ont fait ce travail. Et je sais à quel point les communautés, à travers le monde, et particulièrement en France, ont permis d'acheter des dizaines d'ambulances et des ambulances blindées qui ont permis de sauver des centaines de vies. Donc je crois que Israël a très bien compris, et Israël se souviendra après la guerre du rôle important joué par la diaspora, par les communautés juives à travers le monde, et devra en tenir compte aussi, parce que des fois quand nous prenons un certain nombre de décisions, on ne se rend pas toujours compte que ça a de l'influence sur les communautés. Par exemple en termes de religieux, bien sûr. En termes de halakha, ça engage l'ensemble du peuple juif et des fois ça peut créer des tensions avec un certain nombre de communautés à travers le monde. Donc nous sommes dans cette situation-là. Ce traumatisme est réel. Il va falloir beaucoup d'années, beaucoup de psy pour essayer d'adoucir cet après-pogrom du 7 octobre. Il va falloir travailler beaucoup pour que les nations, mais comme je l'ai dit ce matin, et je dois vous dire qu'on a tous pris une leçon extraordinaire samedi soir. C'est cette petite chanteuse de 20 ans qui nous a donné une leçon de ce que c'est Am Israël, ce que c'est la force d'Israël. Elle y est allée, elle a chanté. Je ne parlerai pas de la qualité de la chanson. Ça, c'est chacun ses choix. Il n'y a pas beaucoup de belles chansons à l'Eurovision, comme ça on est tranquille. Bon, à part Slimane, bien sûr, je ne vais pas dire du mal. Mais, oui, surtout que sa chanson a été écrite par 2 franco-israéliens, donc on peut être fier à tous les points de vue. On récupère tout, on est terrible, ils sont partout. Hein? Je t'aime en plus, je t'aime. Oui, on n'est pas contre. C'est très français, je t'aime. Voilà. L'amour, la France, voilà. Fraternité, tout va bien. Égalité. Voilà, il y avait une autre aussi, on a fait très attention, puisque c'était une Israélienne qui représentait le Luxembourg. Voilà, donc ils sont partout, c'est terrible. Et ce qui était rassurant, c'est le nombre de pays qui ont donné 12 points le public, pas leurs dirigeants. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est-à-dire que, je pense, bien sûr qu'il y a une mobilisation des communautés. Je pense que si on fait un sondage ce soir, chacun va dire « moi j'ai voté 20 fois, et moi j'ai voté 12 fois, et moi j'ai voté, vous vous êtes ruinés ». Bon, on reçoit un CERFA pour ça? Même pas. Vous avez fait un don comme ça? C'est terrible. C'est terrible. Je rigole de ça parce que de temps en temps je fréquente une synagogue à Paris, alors ils disent comme ça, et c'était pour Tou Bishvat, repas de fruits de Tou Bishvat, prix du repas, je dis n'importe quoi, 10 €, si vous donnez 20 €, vous recevez un CERFA. Point de vue légal, c'est pas terrible, mais ça on s'en fout. Mais surtout je leur dis, vous vendez pour 10 €, pensez au travail administratif, ça va. S'ils donnent 100 € je comprends, mais 10 €. Bon, enfin, Am Israël est très généreux, ça on le sait, je le disais tout à l'heure, mais ce qui est important en tout cas, c'est que dans ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, les communautés ont pris une place très importante et l'État d'Israël va s'en souvenir. Alors si j'essaie de réfléchir un petit peu à ce qui peut arriver. Et on avait cette énorme période de tension d'avant le 7 octobre, et on voit bien que nos politiques ont du mal, pour certains, à se retenir, demandant à ce qu'il y ait des élections. Voilà. Une fois, j'avais fait une conférence, je suis arrivé à Tours. Il y a des juifs à Tours, pour ceux qui ne savent pas. À Tours? Tours. Oui, ils sont partout. Alors, il y en a partout. Ils sont arrivés à Tours. Il y avait 40-45 personnes, c'était... Et la responsable vient me voir, elle me dit je veux vous dire qu'ils ne sont pas tous juifs.
Elle dit, c'est pas grave, ils ont l'air sympas. Alors je dis, ne vous inquiétez pas pour ça, mais bon, expliquez-moi, c'est des non-juifs qui viennent parce qu'ils aiment les juifs ou c'est... Bon, il y a beaucoup de mariages mixtes. Je leur ai dit, bon, on ne va pas changer notre discours, etc. Et donc j'ai fait un exercice que j'aime bien faire, je leur ai dit, allez-y, posez des questions. Il y a une dame qui lève le bras, et elle me dit, bonsoir monsieur, quand est-ce que vous virez Bibi? Première question. Cash. Alors j'ai dit merci de la question. Je vais vous donner la réponse sous forme de question. Quand est-ce que vous virez Macron? Alors elle m'a regardé. J'ai dit madame, il y a un truc qui s'appelle les élections. Je ne sais pas si vous connaissez. On est un pays démocratique. C'est-à-dire le jour où vous allez voter, eh bien peut-être que Macron va ressortir. Non, là il ne peut pas. Mais disons... Une autre fois. Une autre fois. Il est jeune. Si, non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se représenter. Là, de suite. Bon, il va attendre. Il va tranquillement. Il va aller dans le café en face de l'Élysée. Il va attendre tranquillement. Mais le problème, c'est qu'il y a Sarkozy qui attend aussi. Ah oui, il a fait des... Et certains disent que même Giscard d'Estaing attend encore. Oui, il a voulu... Admet à l'esprit tous. En bonne santé. Ce que je veux dire par là, c'est que je lui ai dit, écoutez, madame, on va arriver aux élections. Vous savez, on nous reproche de ne plus être un pays démocratique. Ben, excusez-moi. Vous savez quel est le pays au monde où on critique le plus Bibi? C'est en Israël, parce que justement on est un pays démocratique et que si vous l'aimez, vous dites que je l'aime, et si vous ne l'aimez pas, vous dites j'aime pas. Et c'est très très bien. Voilà, je dis, mais si dans les prochaines élections, il est de nouveau élu, eh ben alors il sera élu. On ne peut pas vouloir la démocratie et mettre en place un système qui va l'éliminer. Donc voilà la réponse à votre question. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, c'est vrai que nous avons un problème. Et pour ça, il faudrait un très très grand courage politique. Et jusqu'à maintenant, 76 ans, on n'a pas encore réussi à changer ça. Notre problème, c'est notre système électoral. Notre problème, c'est notre système électoral. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la majorité qui est élue, décide. En Israël, c'est quoi la démocratie? C'est les petits partis qui ont quelques mandats décident. On a perverti le système démocratique. Mais pas pour les raisons que vous avez entendues pendant les manifestations, c'est que tout simplement, il faut former des coalitions, et donc toutes les belles paroles que l'on entend pendant les campagnes électorales, de facto s'effondrent, puisque personne ne peut les respecter, puisque personne ne peut avoir tout seul, aucun parti, 61 mandats. Vous me direz qu'aujourd'hui en France aussi, on voit bien que le Parlement, il n'y a pas de majorité absolue. Il faut négocier, de temps en temps on fait plaisir à Madame Le Pen, de temps en temps on fait plaisir à la droite. Bon, on fait rarement plaisir, je dois dire, aux insoumis, ce qui est déjà bon signe. Non, ça je veux dire... Ça me paraît très très clair aujourd'hui que, comme l'a dit un journaliste à la télévision française, LFI est le parti qui a réintroduit l'antisémitisme dans le discours politique en France. Il y a quelques jours, et ça me paraît effectivement très très clair. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce qui se passe à l'extrême droite n'est pas non plus glorieux, mais ça c'est bien géré dans les affaires internes des puissances étrangères, je ne le ferai pas. Mais il est clair qu'aujourd'hui, et on le voit bien, il y a des élections européennes. Quelqu'un peut me dire quel est le programme politique de LFI par rapport aux élections européennes? Ben, c'est rima à 100 avec la Palestine. Il ne parle pas d'Europe. Alors je suis à Strasbourg, je pense que vous savez ce que c'est l'Europe un petit peu. On ne parle pas d'Europe, c'est pas le sujet dans ce parti-là. Donc nous avons ce problème de notre système électoral qui fait que pour pouvoir obtenir une majorité à la Knesset, vous le savez, 120 membres à la Knesset, donc il faut avoir au moins 61 mandats, eh bien les petits partis négocient très dur. Et tous les petits partis, parce qu'on a souvent critiqué les partis religieux orthodoxes, que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, en disant mais ils se battent pour...
Tout le monde veut profiter du système, tout le monde vend ses mandats très très chers et ses places au gouvernement très très chères. Tout le monde. Tout le monde. Et là, il faudrait changer. Et il y aurait un changement profond en Israël. Il faudrait changer ce système électoral. On en parle de plus en plus, mais au moment d'arriver à la décision, puisque c'est un changement fondamental, donc il faudrait arriver à 2/3 de la Knesset, évidemment les choses s'effondrent. Parce que les gens, ils se retournent, ils regardent leur chaise, et une chaise de député, c'est important. Ils ne vont pas couper la branche, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc notre système électoral, je dirais, est la mère des batailles. Parce que si nous arrivons à changer ce système, et de plus en plus de juristes en Israël le disent de manière très très claire, alors nous pourrions arriver à un système qui fait que se dégagerait une majorité, le centre, la droite, la gauche, je ne sais pas qui, mais se dégagerait une majorité qui fait que le pays pourrait avancer sans avoir besoin de faire des compromissions, de faire des accords contre nature ou autre. Et ça, c'est très très important. Mais on a vu des signes intéressants. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines et quelques mois, la Knesset a voté à 99 députés sur 120 contre la décision qui serait l'établissement d'un État palestinien qui serait décidé comme ça de manière par l'étranger ou autre. 99 voix sur 120. C'est-à-dire que vous avez le centre, la droite, la gauche, tout d'un coup, Israël a compris, en temps de guerre, il a fallu un grand coup sur la tête. Et je pense que ça, c'est le premier travail que nous devons faire pour changer les choses. Ça me paraît très très clair. Maintenant, il y a aussi un point très très important si on connaît l'histoire du peuple juif. Si on connaît l'histoire du roi Shaoul, si on connaît l'histoire du roi David, si on connaît l'histoire du roi Salomon, l'État d'Israël indépendant n'a jamais dépassé 70 ans. Et donc nous sommes dans cette période-là. Est-ce que l'État d'Israël moderne va dépasser cette, comment on dit en français, ce plafond de verre? Il y a des gens en Israël qui organisent aujourd'hui des soirées de réflexion, des conférences en disant comment on peut arriver à tenir beaucoup plus longtemps. Jamais l'État d'Israël n'a duré aussi longtemps. Un État d'Israël indépendant. Bien sûr, la royauté, les royaumes, c'est autre chose, mais jamais dans l'histoire, ça n'a duré aussi longtemps. Mais en même temps, nous avons cette espèce de piège interne qui est qu'on adore se bagarrer entre nous. Et donc le problème, c'est comment ne pas dépasser cette limite, cette ligne rouge qui fait que le mot de trop va être prononcé, un acte de trop risque d'être fait qui pourrait remettre en question toute la machine. Il y a là une vraie question, parce que sur le plan historique, je suppose que vous le savez comme moi, nous n'avons jamais eu un État indépendant aussi longtemps. Donc là, soit vous êtes un peu chabad et vous pensez que la Mashiach va arriver demain matin. De toute façon, il va arriver. Anima amin be'emuna shelema. J'y crois avec une foi parfaite. Mais j'aime bien la tradition qui nous dit que c'est pas que le Mashiach va arriver. Le Mashiach est déjà là. Il est déjà là. Il est là. Il est peut-être dans cette salle. Monsieur le Président, vous avez un nom à proposer, non? Le Mashiach est déjà là, mais il attend que nous soyons prêts pour qu'il se révèle. Donc on n'attend pas la venue du Mashiach, mais on attend qu'il se révèle. Et pour ça, il nous faut faire le travail qui est le nôtre. Et visiblement, on n'a pas encore fait le travail qui est le nôtre pour lui permettre de venir, en tout cas de se révéler pour le peuple juif et pour le monde. Si le monde savait à quel point la reconstruction du temple les servirait à eux aussi, je pense que c'est eux qui nous fourniraient tout le matériel pour le construire. Mais ils ne savent pas toujours, et c'est aussi important de le savoir. Donc nous avons
cette question du système électoral, nous avons cette question de notre incapacité des fois à dialoguer de manière sereine. Et toutes les questions qui sont posées, très souvent, beaucoup de gens disent, vous savez, que la venue du Messie doit être précédée d'une guerre avec Gog et Magog, d'un terrible moment comme cela. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de travailler avec quelqu'un qui est connu à Strasbourg, qui n'était pas encore grand rabbin, mais qui était le grand rabbin Citruc, Zichrono Livracha, que moi j'appelais Taureau, et lui il m'appelait Grizzly. Et une fois il avait pris la parole et je lui avais dit, mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça de manière publique. Ça veut dire, il avait dit quelque chose sur le judaïsme libéral, etc. J'ai dit, mais c'est le petit grand rabbin des Juifs en France, quand même. Tu ne peux pas dire comme ça de manière publique. Il m'a dit, tu as entendu parler de Gog et Magog? C'est ça, Gog et Magog. C'est la guerre interne entre nous. Je dis, mais tu ne peux pas dire ça. Il y a un courant dans le judaïsme qui pense comme ça. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, dis-moi, les ils ont toujours un groupe local au MJLF, chez les libéraux. Alors je lui ai dit, oui, pourquoi? Il dit, non, il faut continuer, il faut que vous continuiez à être là-bas. Je lui ai dit, super. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, parce qu'il faut les convertir. Vous connaissez son humour, c'était sa façon à lui de dire les choses. Mais toujours est-il que nous sommes aussi, on le voit bien dans un certain nombre de communautés, on voit bien la fracture qu'il peut y avoir aussi. Peut-être que si le judaïsme américain était plus en phase avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël, alors peut-être que le pouvoir américain ne se permettrait pas de faire un certain nombre de choses. Mais le judaïsme américain n'aime pas toujours un certain nombre de nos ministres ou de décisions qui sont prises sur le plan halachique en Israël. C'est aussi un des sujets du débat. Et je voudrais très rapidement vous laisser la parole, mais avant cela, non, je le ferai après. Voilà, j'ai un joli texte que je veux absolument vous présenter. Donc vous avez compris, nous avons un problème dans notre système électoral, nous allons avoir un problème suite au 7 octobre, où il va y avoir un tremblement de terre dans tout le système, économique, militaire, politique, sociétal. Aujourd'hui, il y a des fondations en Israël qui sont en train de mettre en place des programmes pour essayer de former un nouveau leadership, un jeune leadership, mais qui est ancré tout à fait dans les racines de ce qu'est l'État d'Israël. Parce que pour un certain nombre de gens, il faut comprendre qu'ils ont peut-être perdu un petit peu le nord sur pourquoi nous sommes en Israël, pourquoi l'État d'Israël n'a pas été créé en Ouganda, pourquoi nous sommes sur la terre d'Israël, pourquoi nous vivons là-bas, pourquoi après des siècles où nous nous sommes baladés de pays en pays, et pourquoi après des siècles nous avons été tant malmenés, pourquoi il a fallu créer un État juif, on n'en a qu'un. Et donc il est précieux. Parce que qu'on y vive, ce que je vous souhaite, ou qu'on y soit à distance, on n'a qu'un seul pays au monde. Il n'y a pas d'autres pays juifs, il n'y a pas d'autres États juifs dans le monde. Et donc il est très très précieux, et c'est pour ça qu'il faut faire attention et modérer les paroles et essayer toujours d'arriver à des consensus. Et on peut y arriver. On est en désaccord, parlons-en. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier que nous avons un seul État, que nous avons un seul peuple. Le peuple juif, que ce peuple-là, vous vous rendez compte qu'en 2035, 2040, on va avoir un peuple juif qui va être au même niveau de ce qu'il était à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il aura fallu attendre un siècle pour qu'il se reconstitue. C'est ce que la Shoah a détruit. Mais en même temps, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer.
Et cela, on le voit déjà aujourd'hui. Le seul pays, d'après les études aussi bien de l'université de Bar-Ilan, il y a un département de futurologie. Alors c'est une science, hein. Je ne vous parle pas des boules de cristal et des... c'est une science, mais c'est conforté par les études statistiques de l'ONU. Le seul pays au monde dont la population va augmenter jusqu'en 2100, c'est l'État d'Israël. On parle de 21-24 millions de juifs à ce moment-là, si Dieu veut. Alors je vous rassure, en 2100. Là récemment, on nous a annoncé qu'il y avait à peu près 10 millions d'habitants en Israël, dont 75% de juifs. D'accord, à peu près. J'arrondis les chiffres. Mais le seul pays, vous connaissez la situation en Europe? L'Europe va s'éteindre. Et la Russie, c'est qui a le plus faible taux de reproduction. Non, c'est pas la Russie. L'Europe est en train de s'éteindre, le monde aussi, y compris d'ailleurs dans les pays arabes ou dans les pays africains où il y avait beaucoup d'enfants. On voit cela, il y a des analyses qui ont été faites de manière très, très précise. Pour qu'il y ait une reproduction à l'identique d'une population, il faut 2,1. 2 enfants, virgule 1. Bon, je ne sais pas qui est le virgule 1, c'est toujours un problème, mais c'est statistiquement. Vous savez quel est le taux en France aujourd'hui, qui est le pays phare de l'Europe? 1,7. Vous savez quelle est la situation en Espagne aujourd'hui? 1,3. Vous savez quelle est la situation en Italie aujourd'hui? 1,4. C'est-à-dire que tous ces pays, à l'échelle de 30, 40, 50 ans, eh bien, les Hidalgo de souche vont disparaître. Et il y a un pays où la moyenne est à 3,2. Non seulement à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv. Je caricature. Ça veut dire que ce n'est pas dans les familles religieuses uniquement. Dans toutes les familles israéliennes, vous avez aujourd'hui plus de 3 enfants. Au Hachem. Bon, vous avez aussi un chien, et un chat ou un poisson rouge, mais ça c'est un autre problème. Hein, c'est quelque chose. Ceux qui ont visité Israël il y a 40 ans se rappellent que. Et puis aujourd'hui, vous avez des énormes rayons de nourriture pour animaux dans les supermarchés, alors que ça n'existait pas. C'est un des éléments que nous a apporté l'allié venu de Russie. Les animaux. C'est très très intéressant de voir cela. Toujours est-il que la population mondiale est en train de s'effondrer, et encore une fois, c'est des études prospectives, mais des fois le bon Dieu, comme on dit, hein, l'homme fait des projets et le bon Dieu rit. En principe, le seul pays qui augmentera sa population en 2100, le seul, et encore une fois, ne vous inquiétez pas, 2 choses. 1, c'est pas parce qu'il y aura une alia extraordinaire, et je ne souhaite pas qu'il y ait une alia qui soit une alia de fuite. Il faut que l'alia soit un projet préparé et voulu. Il ne s'agit pas de partir en courant. Mais non, ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Et deuxièmement, une fois j'ai dit ça, il y a une dame qui m'a dit « Mais monsieur, il n'y aura pas de place pour tout le monde ». Alors je dis « Peut-être, mais venez-vous, on verra les autres plus tard ». Elle est venue me voir après, elle m'a demandé des informations pour venir s'installer en Israël. Je ne sais pas, peut-être que ça a marché, j'ai pas eu le dernier résultat. Mais toujours est-il qu'il y a là quelque chose qui est important et qu'il faut bien comprendre. Et donc, on va avoir un affaissement des communautés à travers le monde, pas uniquement, comme je l'ai dit, parce qu'elles ont fait leur alia, mais parce qu'on voit bien qu'il y a un taux très important de déjudaïsation, qu'il y a un taux très important de mariage exogamique. C'est le terme pour dire mariage mixte. Oui. Il y a endogamique à l'intérieur et exogamique. Vous savez pourquoi on ne dit pas mariage mixte? Parce qu'aujourd'hui, un mariage mixte, c'est un mariage entre un homme et une femme. Et ça se raréfie à notre époque.
Toujours est-il qu'on a ce taux-là, il y a de la déjudaïsation, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Si vous suivez un petit peu, le judaïsme américain est en train de se réduire, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait 6 millions de juifs aux États-Unis, mais on voit bien que l'ouverture des ports des communautés a tellement été importante qu'il y a un vrai souci avec ça. D'accord? Donc il y a là cette question qui est que ce petit pays, si Dieu veut, va encore se développer, va encore accueillir. Maintenant, il faut assurer à tous ces jeunes-là de la sécurité. C'est le rôle de l'armée, mais c'est sur des décisions de nos dirigeants. Il faut assurer du travail. Et vous savez qu'on a très peu de chômage en Israël. Le taux de chômage est très très faible. Il faut que ça continue. Avec des tas de métiers, y compris extrêmement nouveaux. Vous savez qu'autour de Tel Aviv, on parle de la Silicon Valley de Tel Aviv, d'accord, qui a supplanté. D'ailleurs, il y a quelques années de cela, il y avait un ministre du budget, je crois qu'il était Macron, était venu en Israël. Et de là, il a pris la décision de faire aussi de la France un pays de high-tech et de créer des zones. Il s'est beaucoup inspiré de ces modèles-là. Et donc, pour nous, c'est très très important. Et en même temps, il ne faut pas oublier pourquoi nous avons créé un État juif. Et c'est sur le caractère juif de l'État d'Israël que va être aujourd'hui le grand débat. Et contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là, je ne pense pas qu'aucun des ministres actuels du gouvernement d'Israël ne voudrait une espèce d'État où régnerait le Shulchan Aruch / en pensant à la charia, vous savez. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a des gens qui sont très idéologiques, mais c'est pas ça leur bataille. Leur bataille, elle est sur la Judée-Samarie / la Cisjordanie, elle est sur les territoires. Certains pensent qu'il faut en profiter pour revenir habiter à Gaza. Vous imaginez? Remarquez, au point de vue immobilier, il y a des affaires à faire dans le coin là-bas maintenant. Mais je ne pense pas qu'il y ait de projet sérieux autour de ça. Toujours est-il que c'est sur cette discussion du caractère juif de l'État d'Israël que les débats vont être les plus forts. Mais ce débat, il a commencé dès le début du sionisme politique. Je sais où je suis, à Strasbourg, je pense que vous parlez un petit peu l'allemand pour certains. Et Theodor Herzl, journaliste, assiste à ce qui se passe dans les rues de Paris au moment de l'affaire Dreyfus. Il s'enferme dans une chambre d'hôtel à Paris, rue Cambon. L'hôtel est toujours là, il y a une plaque sur le mur. Et il décide d'écrire un livre. Il l'écrit en allemand. Quel est le titre de ce livre? Non, avant Altenhagen. Die Judenstadt. Die Judenstadt. Comment vous traduisez Die Judenstadt? Juden. C'est pas un pluriel? L'État des Juifs. Comment il a été traduit en français? Les premières éditions, c'était les éditions de Lerne, une couverture noire comme ça avec une menorah. L'État, les cahiers de Lerne, merci beaucoup, s'appelait l'État juif. Et donc le débat que nous avons aujourd'hui est de savoir est-ce que Israël sera l'État juif ou l'État des Juifs? Les deux. C'est pas la même chose. Les deux. Vous avez un avis sur la question? Un État juif et un État des Juifs. Les deux. Les Israël deux? est un État juif, mais aussi un État des Juifs. Il n'y a pas que des Juifs en Israël. Qu'est-ce qu'on fait des 25% de non-Juifs? Donc on les intègre. Ils s'intègrent tout seuls et ils s'intègrent peut-être tout seuls. Hein? Comprenez cette question? Cette question, elle a été posée au moment où Herzl, et vraiment dès le début, c'est une question qui s'est posée, parce qu'on peut concevoir l'État d'Israël comme étant un État refuge des Juifs, parce qu'il y a des pogroms, parce qu'il y a eu des problèmes, parce que, et en même temps, la question qui se pose, c'est de savoir, c'est l'État d'Israël, c'est l'État du peuple juif. Et si c'est l'État du peuple juif,
Alors effectivement, sans être gouverné par le Shulchan Aruch, ou la Mappa du rabbin, pas de bagarre entre Sfaradim et Ashkenazim, eh bien, il y a là une question qui est une question fondamentale. Parce que si nous oublions pourquoi nous sommes revenus vivre sur cette terre, puisque c'est un retour, et contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, c'est pas qu'on avait oublié l'ivrite et qu'on est revenu, non. L'ivrite n'était pas une langue morte, ce n'était pas le latin. L'ivrite était parlé à travers les tfilotes, mais quand vous regardez tous les échanges entre les sages, entre les rabbins, tout au long des générations, vous voyez qu'ils correspondaient en ivrite. Les responsables. Que ce soit ceux d'Afrique du Nord ou ce soit ceux de Pologne. Et il n'y avait pas à l'époque d'Internet, mais on savait que tel livre avait été édité par tel sage à tel endroit, et tout ça se parlait en hébreu. Donc, ce que le sionisme moderne, il a fait de cette langue une langue vernaculaire, une langue qui est utilisée, qu'il a fallu moderniser parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'autobus dans la Torah, il a fallu trouver le mot pour s'adapter. Mais c'est ça qui est important, c'est de répondre aux besoins du moment. Et je pense que c'est ça la tension. Et les nations le comprennent bien. Les nations, pour certains, attendent cela, mais pour d'autres, craignent. Parce que si les Juifs reviennent sur leur terre, avec leur Torah / culture, en parlant leur langue, et qu'ils appliquent les principes ou les mitzvot de la Torah, alors la face du monde en sera changée. Et ils le savent. Ils le savent tout à fait. Et donc là, nous avons une responsabilité très importante par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'ensemble du peuple juif à travers le monde, et par rapport à l'ensemble des nations. C'est cela le débat qui, en Israël, au-delà des aspects on appelle ça la popolitique en Israël, quand on veut parler de la petite politique. Popolitica. Il y a la grande politique, il y a la petite politique. Mais en tout cas, les dirigeants, et on voit émerger dans tous les partis, on voit émerger une nouvelle génération qui a du mal, parce que c'est difficile pour un roseau de pousser à l'ombre d'un chêne. Mais l'État d'Israël a été créé par des jeunes. C'est les mouvements de jeunesse qui ont créé l'État d'Israël. Tous les mouvements de jeunesse, de toutes les catégories, de toutes les couleurs, de tous les courants politiques, ce pays a été créé par sa jeunesse, qui respectait le vieux lion qui était David Ben Gurion, c'est comme ça qu'on l'appelait, mais en même temps, il a été créé, effectivement. Et il serait bon que la jeunesse reprenne aussi le flambeau, pas uniquement celui de la guerre, parce que ce sont nos enfants qui aujourd'hui sont à Gaza. Ce sont vos neveux, vos nièces, vos enfants, vos petits-enfants, les enfants de vos voisins qui sont en train de défendre non seulement l'État d'Israël, mais le peuple juif dans son ensemble. Et donc pour nous, c'est très très important qu'il y ait ce soutien et de ne pas douter. Vous savez quel est l'ennemi permanent d'Israël? Amalek. Vous savez que nos sages ont dit Amalek en Gematria, Safek, le doute. Voilà notre ennemi. Ne doutez pas de ce que fait l'État d'Israël, ne doutez pas de ce que fait Tzahal. Posez des questions. Essayez d'obtenir des réponses. C'est ce que nous faisons au quotidien. Mais ne doutez pas que le combat qui est mené est un combat juste, et il n'y a pas d'armée plus morale que l'armée d'Israël. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher de tous les côtés. Et vous savez comment je le sais? Eh bien, les gosses qui étaient à Gaza, les gosses, parmi eux, il y avait notre fils. Le 7 octobre, à 12h30, il était déjà sur place. À 12h30, on ne savait pas, on n'était pas au courant, il habite à côté de Rehovot, et donc il est parti, et une amie qui vit à côté de chez nous est venue voir Sylvia à la maison pour lui annoncer qu'il était parti, parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de le savoir. Donc ce sont nos enfants dont on parle, quand on parle de ces
soldats sanguinaires qui tuent des pauvres enfants palestiniens, parce que ce sont les enfants de nos voisins, parce que ce sont les enfants d'amis que j'ai à Strasbourg, que j'ai ailleurs. Donc je connais ces gosses-là. La seule chose dont ils rêvent, c'est d'aller au Namal samedi soir boire une bière à Tel Aviv. Vous savez, le port de Tel Aviv, c'est de boire une bière avec leurs copains. C'est ça leur rêve. C'est pas d'être à Gaza. Leur rêve, c'est de faire ce que tous les jeunes du monde rêvent de faire aujourd'hui, un exit. Vous avez créé des sociétés que vous avez reçues de vos parents, de vos arrière-grands-parents, que vous vouliez transmettre à vos enfants. Aujourd'hui, les jeunes veulent faire de la high-tech, en peu de temps, gagner un maximum d'argent et faire ce qui s'appelle un exit pour vendre à une société américaine en plusieurs centaines de millions. C'est ça le rêve. Voilà leur rêve. C'est ça. Vous comprenez? C'est pas ce qu'on nous décrit. Et c'est pour ça que quand je lis ce journal, et que je vois ces photos et ces commentaires, je me dis, Am Israël Chai. Mais c'est combien c'est difficile, effectivement.